Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu où je vais parler de ma consommation de livres et également où je vais vous présenter plusieurs livres. Là pour le moment il y en a 15 mais il est possible qu'il y en ait plus parce que j'ai pas fait le tri dans toute ma grande bibliothèque qui est dans le salon, ni dans la petite qui est chez mes beaux-parents. Mais ça, je vais le faire prochainement. Donc, je vous dirai au fur et à mesure s'il y a une ou deux autres parties à cette vidéo. Mais bref, j'ai fait là une sélection de 15 livres que j'ai tous lus récemment ou il y a très longtemps. Et en fait, l'envie de me débarrasser, c'est surtout pour faire de la place. C'est pour les proposer à d'autres personnes en lecture parce que je vais les donner. Donc il y en a deux, je sais, qui vont partir chez une amie. Il y en a que je vais proposer aussi à d'autres lecteurs qui sont qui sont dans mon entourage. Après, libre à eux de les conserver ou de les revendre, ou de les mettre en boîte à livres, ou de les filer au Secours Pop ou à des ressourceries. Mais donc les livres que je ne vais pas donner en main propre à des personnes de mon entourage, ce sont des bouquins que je vais filer en boîte à livres. Et j'ai repéré dans mon environnement qu'il y a des boîtes à livres qui vont être un petit peu plus ciblées jeunesse par exemple, ou un peu tout public, ou vieux machin. Quand je dis vieux machin, c'est des livres qui ont été publiés dans les années 70 par exemple, ou qui vont avoir un air un petit peu daté. Mais peut-être qu'ils peuvent rencontrer du monde comme ça aussi. Donc ça me permettra d'aller faire un petit tour des boîtes à livres et je me suis donné comme règle, on verra si je vais la respecter, que pour 3 livres déposés, j'ai le droit d'en prendre un. Ça va? On va essayer un truc comme ça. Je vais vous proposer donc, on va commencer par, ça va être très rapide, je vous préviens, Le Papalagui. Donc Le Papalagui, c'est un très court livre qui fait un peu plus de 150 pages où il n'y a pas d'auteur parce que ça doit être un ethnologue qui a recueilli des pensées d'une tribu de Tiavea. Donc Tiavea, c'est dans les îles Samoa, qui regarde en fait d'un œil assez étrange l'étranger qu'est l'homme blanc. Donc ce sont des regards sur l'homme, on va dire occidental, mais qui datent du 19e siècle il me semble. Donc ça va être, oui c'est le 19e siècle, ça va donc être forcément déjà daté. Donc, le Papalagui, ça désigne le blanc, l'étranger, littéralement le pourfendeur du ciel. Le premier missionnaire blanc qui débarqua à Samoa arriva sur un voilier. Les aborigènes prirent de loin les voiles blanches pour un trou dans le ciel, à travers lequel le blanc venait à eux. Ils traversaient le ciel. Donc c'est un texte qui date de... Donc la traduction date de 1920. Non, l'édition originale est de 1920. Donc ça doit être des propos qui ont été recueillis encore auparavant. Donc c'est très drôle parce que on a vraiment c'est un truc que j'aime beaucoup moi, c'est le fossé culturel qui existe entre deux peuples différents, mais qui sont diamétralement différents. Ça me fait penser au documentaire L'Odyssée inversée qui était sur les Papous, que je vais vous mettre les références quelque part en barre d'informations. Et bref, je trouve que ce sont des textes qui sont très touchants, qui sont à lire, afin un petit peu de prendre du recul sur notre propre culture, sur la manière dont notre culture est perçue par un peuple étranger et aussi sur ce peuple étranger. Et de ne pas se mettre dans une posture où notre peuple est supérieur. Ce qui était une posture très colonisatrice et on sait les dégâts que ça a fait. Donc c'est un bouquin que je vous conseille très fortement, il doit être encore en vente. C'était une publication de 2004 par là, 2004-2005, chez Pocket. Et qui c'est qui a été...
Et ce sont des propos qui ont été recueillis par Eric Sherman, qui était peintre, écrivain et conteur, né à Hambourg en 1878. Il a été peu avant le début de la Première Guerre mondiale, il se rend à Samoa. Profondément imprégné de la civilisation polynésienne, nous lui devons de nombreuses photographies de l'île. Au printemps de 1915, il gagne les États-Unis et rejoint l'Allemagne avant la fin de la guerre. Son livre, Le Papalagi, est paru en 1920 en Allemagne, mais il aura fallu attendre le début des années 80 pour qu'il paraisse en français. Il est aujourd'hui traduit en une quinzaine de langues et vendu à des millions d'exemplaires. Et Eric Sherman est décédé le 4 mai 1957 à Amsfeld. Donc c'est vraiment un texte qui est très court, parce que regardez, c'est écrit relativement grand. J'ai pas envie de vous en dire plus que ça, mais c'est un livre que je vous conseille, et c'est un livre que j'ai lu il y a fort longtemps. J'en garde ce que je souhaite, mais je vais pas le relire. Donc autant qu'il fasse de la place et qu'il fasse le bonheur d'un autre lecteur. Un achat récent, une lecture récente et un livre qui est récent, qui est sorti récemment, c'est Aux sources du vent de Frédéric Georges. C'est un livre c'est un primo-roman pour Frédéric Georges, qui est un amateur de moto et de voyage, ce qui s'est beaucoup ressenti dans son livre, qui est vraiment, que j'ai vraiment aimé. On se retrouve fin 19e siècle avec une jeune orpheline, Oriane, qui part travailler en Indochine pour être préceptrice. Pas de bol quand elle arrive, les gamins dont elle doit s'occuper sont décédés. La femme, donc la maman de ces enfants-là, est enceinte et plutôt maladive, et le mari, donc le père de ces enfants-là, est plutôt débordé et pas du tout à s'occuper de sa femme. Donc la jeune Oriane, qui est orpheline et qui débarque dans un pays étranger, va un petit peu s'occuper de cette femme-là. Et après, on est encore là dans une histoire de fossé culturel. On a le traitement des bâtards. Donc on est en Indochine. Il y a un jeune homme qui est un bâtard de quelqu'un qui vivait en Indochine, et d'un blanc français colonisateur. On est sur un personnage féminin qui est fort, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, oui, c'est une expression que j'adore, et qui a vraiment pas de bol du tout, parce que elle va quand même, enfin les circonstances sont vraiment pas aidantes du tout dans le fait de se retrouver dans un pays étranger avec un boulot qu'on n'a plus, etc. Et c'est vraiment une belle lecture. C'est une plume que j'ai trouvée jolie. Je me souviens que j'avais mis des post-it. Je l'ai présenté en vidéo, je le mettrai quelque part en barre d'informations. Et c'est un auteur qui est à soutenir. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion, probablement chez Auchan ou peut-être chez Gibert, je ne sais plus, mais que j'ai aimé, mais que je ne relirai pas. Et je vais sans doute le proposer à quelqu'un, je sais à qui. Livre suivant, grand format, que j'ai depuis très longtemps, Oli Lola, Alors, il me semble que Dominique Sampiero et Tiffany Tavernier, ça doit être ceux qui ont travaillé sur le film. Donc je me demande si c'est pas une novélisation du film Oli Lola avec donc Jacques Gamblin et Isabelle Carré, qui est un très bon film aussi, très émouvant. Là, on se retrouve avec un jeune couple qui se bagarre quand même pas mal contre leur infertilité, qui va un petit peu de déconvenu en déconvenu dans un parcours d'adoption d'enfants, à l'international, parce qu'en France c'est très compliqué, à l'international ça l'est aussi, et jusqu'au jour où cette petite poupée fait irruption dans leur vie, et que ça y est, l'enfant désiré arrive. C'est une très belle histoire. Je sais pas, c'est un bouquin que j'avais acheté d'occasion. Et c'est vraiment une très belle histoire. Il y a une citation de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. On est sur un
du grand format qui est écrit assez gros également. Un bon petit bouquin de 400 pages. C'est tout doux. J'ai un très bon souvenir à la fois du livre et du film, parce que souvent moi je découvre une œuvre audiovisuelle, qu'elle soit une série télé ou un film, et je lis le bouquin derrière. Donc soit c'est le bouquin qui l'a inspiré, ce qui est peut-être le cas ici, je ne m'en souviens plus, soit c'est une novélisation, mais là c'est plus rare. Mais je vous le conseille, ça fait du bien. C'est pas facile, mais ça fait du bien. Autre livre que je me décide à m'en séparer, et je suis assez ambivalente sur ce livre-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Le fils de Michel Rostin, donc c'était le Goncourt du premier roman 2011. Donc Michel Rostin, c'était le directeur du théâtre de Cornouailles à Quimper, ville dont je suis originaire. Et le fils, c'est un récit très intime de Michel Rostin et de son épouse aussi, sur leur fils unique, Lion, comme un lion, qui a été emporté à l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça, par une méningite foudroyante. Donc le gamin, il allait très bien, et jusqu'au moment où sa santé décline très rapidement et qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est tout un parcours autour du deuil de ce garçon-là, de leur fils unique, jusqu'à le fait d'aller rejeter ses cendres au sommet d'un de ces volcans au nom imprononçable en Islande. Je suis assez émue. Bon, pour la petite histoire, j'étais dans la classe au lycée, dans la classe de Lyon. C'était pas un ami, c'était juste un gars qui était dans ma classe. Je savais qui c'était en gros, et j'ai pas plus que ça créé d'amitié avec lui. On se disait bonjour, on se parlait, pas plus que ça. Et le peu de relations qu'on pouvait avoir s'est arrêté quand tout le monde s'est éparpillé pour aller après à la fac. Et bref, je me demande si j'ai pas appris le décès de Lion par ce livre-là. Ce qui fait que ça m'avait un peu choquée, parce que vous savez bien, souvenez-vous, quand vous aviez 18-20 ans, on est immortel évidemment. Donc, non. Et ce sont vraiment des mots qui sont... Enfin, c'est un témoignage qui va forcément toucher. Il y a un peu l'espèce de crudité entre guillemets du quotidien, l'empreinte en fait de ce garçon-là qui n'est plus là, jusqu'à ce que son odeur, son image, sa voix disparaissent. Et puis voilà, et comment on fait sans. Et j'en ai donc J'en ai un très bon souvenir, mais pour ces raisons-là, je ne le relirai pas, parce que c'est pas... Bye bye, quoi. Mais ça peut peut-être aider quelqu'un. Livre suivant, Dieu machin. On passe chez Françoisie. Si on me touche, je n'existe plus, de Donna Williams. On est sur le témoignage d'une femme qui a été diagnostiquée autiste relativement tard, parce qu'elle est née en 63. Donc je pense que c'est une autiste qui devait être qui a dû avoir accès au verbal relativement tard. C'est un livre qui date de 92. On est aux éditions France Loisirs. Alors, je sais qu'à l'époque, quand j'étais adolescente, j'ai lu pas mal de témoignages ou de professionnels ou de familles qui abordaient les thématiques des troubles du spectre autistique, comme on dit maintenant et comme on ne disait pas à l'époque. Et parce que moi, ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours intriguée. J'ai une certaine fascination pour certaines personnes qui vivent ou qui sont autrement. Et je me souviens plus spécifiquement de ce livre-là, forcément. Je sais que je dois avoir quelques autres témoignages, notamment Daniel Mamet. Il y a
Tori Eden, c'est une psychologue ou psychiatre. Il y a Temple Grandin, qui est encore plus ancienne. Et c'est vraiment une manière d'appréhender comment on est, le rapport au monde, enfin le rapport au monde des personnes autistes. Et enfin, c'est un livre que je ne relirai pas. Donc autant qu'il voyage, et peut-être que d'autres livres de ce genre vont le rejoindre. C'est possible, peut-être que je vais en garder. J'en ai plus un très grand souvenir parce que ça remonte à trop longtemps. Autre livre, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans. Je ne savais pas que c'était de Nicolas Evans. Alors ici nous avons Robert Redford, et ici je ne sais plus comment s'appelle cette actrice là, mais c'est donc déjà c'est un livre qui a pris la flotte. C'est un livre qui a été adapté. C'est un bouquin, c'est un film qui doit avoir peut-être, je pense, une trentaine d'années facile. Si je ne me trompe pas, lui, en gros, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est quelqu'un qui sait les soigner, qui a plus qu'un feeling en fait avec les chevaux, qui sait exactement comment se comporter avec eux, qui sait décrypter leur comportement, etc. Et il me semble que, je me demande si c'était pas une jeune Scarlett Johansson, mais j'ai un vieux doute. On a une jeune fille, une adolescente de 13-14 ans qui a une relation très fusionnelle avec un cheval. Et c'est, je sais plus si c'est un accident de voiture, je crois que c'est un accident de voiture, tous les deux. On va voir un accident de voiture où la gamine, elle est à la fois, elle est quand même bien blessée, mais le cheval aussi. Et c'est tout. En fait, le cheval, si vous voulez, il est quasiment défiguré. Et la gamine, elle est quand même bien abîmée également. Donc c'est tout un parcours de comment faire pour aller mieux, comment faire pour que le cheval et l'adolescente puissent raccrocher aussi les wagons, reprendre leur relation, etc. Et ça doit être la maman de la gamine qui est là, et il y a toute une relation très forte qui se fait avec cet homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais peut-être bien aussi à l'oreille des adolescentes qui sont blessées et de leur mère qui ne savent pas quoi faire. Et c'est vraiment un livre qui est touchant. J'ai le souvenir que c'est un livre qui est assez tire-larme. Mais je n'ai pas forcément envie de le relire, donc autant qu'il voyage. Qu'est-ce que vous en dites? Ensuite, j'ai dû le présenter lors des Vlogmas du mois de décembre. Les Puissants de Rodman Philbrick. Là aussi on est sur un livre qui a été adapté peut-être bien à la télé, pas au cinéma, c'est parce que je crois bien que c'est Sharon Stone là-haut. Alors là, on a deux enfants. Il y a un petit garçon, le plus chétif, qui est au-dessus avec l'épée, qui est, on va dire, la tête. Parce que il me semble que c'est un petit garçon qui doit avoir un handicap et qui n'est pas capable de marcher, ou pas capable de marcher normalement, entre guillemets. Et en dessous, ce grand gaillard, on va dire que c'est les jambes. Et lui, c'est un gamin qui a une autre forme aussi de handicap, où on va dire qu'il est un petit peu lent, peut-être sur le registre de la déficience intellectuelle. Et lui, il est fort. Et si vous voulez, ces deux gamins ensemble, ils sont puissants. Donc c'est un récit d'amitié, c'est ces deux enfants qui se serrent des coudes, ces deux enfants qui se protègent l'un l'autre et qui grandissent et qui évoluent ensemble. C'est une belle histoire. Je peux pas vous en dire plus parce que ça remonte à trop longtemps, mais c'est vraiment un bouquin qui est tout mignon et qui va aller voyager, et je pense qu'il est tout à fait lisible par des adolescents. On passe à C'est beau une ville la nuit, Blues de Richard Bohringer. Richard Bohringer, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et moi j'ai le souvenir que ce sont un peu des fragments d'un homme qui déambule dans la nuit, des fragments qui sont assez poétiques, un gars qui roule sa bosse, qui a la gouaille parisienne, mais qui est aussi écorché vif, qui peut être bagarreur, plutôt sanguin, j'ai vraiment le souvenir de quelque chose de très
très poétique, mais en même temps très, très proche du quotidien. Très, là, je viens de voir bite, pour vous dire. Hein. Je regarde ma bite en pissant contre le mur de la poste. Ça fait longtemps que j'ai pas bandé. Donc, c'est pas que ça, c'est aussi de la poésie. Je vais vous en trouver parce que vous allez dire que je mens. Je m'étais endormie. La cloche de cette putain d'église m'a réveillée. Les chiens dorment sur les fauteuils, la tête dans leurs couilles, au chaud. Coin-Coin, lui, vit sa vie, silencieux. Il vit d'une vieille poubelle qui traîne là depuis 3 semaines. C'est le plus joli des petits canards blancs. Il est vraiment blanc. Il a le bec jaune. Le jour où ma fille est née, j'ai été priée dans les champs, j'ai mangé de la terre. C'était en plein mois d'août, la belle saison immobile où je souffre chaque année de je ne sais quoi. Le mois d'août, c'est comme la nuit qui vient. Je suis tranquille jusqu'en juillet. Ça vient de la pluie qui me manque. Août immobile, je suis abandonnée à la terrasse éclatante comme un phoque ruisselant. Au fond du bar, le comptoir dans l'ombre, je suis taureau agonisant. Je suis des milliers de taureaux hagards devant leur dernier après-midi. Rideau sur l'enfance, elle s'enfonce dans l'eau. Vous voyez, on est sur quelque chose de très organique, très vulgaire, on peut le dire. Peut-être le pensez-vous, moi pas forcément. Mais pareil, bon souvenir, pas envie de le relire, besoin de faire de la place. Ciao, ça plaira à quelqu'un. Juvenilia, si vous m'avez suivi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais des découvertes en fait d'œuvres moins connues de Jane Austen, dont Juvenilia de chez Charleston. Et lui, je m'en débarrasse. Pourquoi? Parce que j'ai acheté le Juvenilia de Jane Austen de chez Christian Bourgois, qui contient à la fois Amour et amitié. Et Amour et amitié est dans ce Juvenilia. Et dans ce Juvenilia, il y a 2 autres nouvelles qui sont aussi dans le Juvenilia de Jane Austen chez Christian Bourgois. Donc, des petits bouquins qui permettent de découvrir des œuvres de jeunesse de Jane Austen où elle est très jeune. Mais j'ai hésité parce que cette couverture, elle est juste magnifique. On est sur Portrait de Cornelia Vetterlein de Joseph Karl Stiller. Et là, cette très belle couverture, c'est de Caroline Giou pour le design et Johanna Cruz Archangel pour l'image. Là, c'est juste parce que j'ai acheté le nouveau qui est peut-être beaucoup plus sobre, mais qui contient ces textes, donc ça bouge. 2 autres livres de Julia Quinn, c'est une duologie, donc c'est les 2. Je t'offrirai la lune, je t'offrirai le soleil. Le premier, on est sur un livre que j'ai trouvé assez convenu, que je trouvais pas déplaisant à lire, loin de là, c'était sympa, mais c'était pas transcendant non plus. Il y avait de l'humour, c'était sympa, on est dans un petit peu un univers à la Bridgerton aussi, sans que ce soit, c'est moins mordant, l'humour est un petit peu plus light, etc. L'humour, il est plus présent ici, dans Je t'offrirai le soleil, où c'est là la plus jeune sœur, donc ce sont 2 frangines, filles de pasteur, une qui sont toutes aussi raisonnables l'une que l'autre, et qui sont toutes aussi indépendantes au maximum l'une que l'autre, mais qui vont toutes les 2 très bien se marier. Le premier, je l'ai trouvé un peu bof quand même. Le deuxième, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa. Je trouve que ce sont 2 bouquins qui sont très jolis l'un avec l'autre. Ça peut faire plaisir à quelqu'un, c'est sympa à lire, bonne lecture d'été, au bord de la piscine, à la playa ou dans le parc. Donc, allez zoup au suivant. Ce livre-là, je l'ai acheté d'occasion, je sais plus où, mais donc c'est Yvain le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore, donc je vais m'en débarrasser, mais pas tout de suite, parce que je veux d'abord le lire, parce que j'ai trouvé les e-books qui sont gratuits, vu que Chrétien de Troyes, c'est quand même un peu libre de droit. Mais est-ce que... Alors moi, il me semble bien que dans les livres de Chrétien de Troyes que j'ai en version e-book, ça doit être une version qui est remaniée pour être lisible de nos jours, comme celle-ci l'est également.
Sur une couette vermeille, ils trouvèrent la dame assise. Très violente peur à messire Yvain en pénétrant d'eux dans la chambre. Il voit la dame, qui ne dit mot. Yvain s'en effraie et croit bien être trahi. Il se tient au loin de la dame durant que la pucelle parle. Donc vous voyez, on est sur, là sur un vocabulaire qui va être très médiéval, ce qui est complètement normal, une façon de parler qui est très médiévale. Je vais juste vérifier si c'est à peu près le même texte que celui que j'ai en version e-book. Mais de toute façon, ça sera les e-books que je vais lire très probablement. Donc, il risque de bouger, pas forcément tout de suite. 2 derniers livres. Alors là, je suis sûre d'avoir fait une doublette. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, c'est de Marianne Schaeffer et Annie Barrows, qui sont Barrows, qui sont une mère et une fille, il me semble bien, où on a un livre qui est rigoureusement épistolaire, donc il n'y a absolument aucune narration autre que l'échange de lettres, où on a une histoire très romanesque qui se déroule au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à Guernesey. Donc c'est les îles anglo-normandes, il y a Jersey, la grande île, Guernesey, la moyenne, Aurigny, la petite, qui est assez peu, la petite île qui est pas ou peu habitée. Et c'est une journaliste londonienne qui découvre en fait l'existence du cercle littéraire de Guernesey. Et pourquoi les amateurs d'épluchures de patates? Parce que j'avais vu une réaction d'une youtubeuse, je sais plus où, je me demande si c'était pas Pikiti Boukina, qui disait qu'elle trouvait que ça avait un côté assez irréaliste, très romanesque entre guillemets. Et ben je suis pas sûre, parce que j'ai visité Jersey, j'ai notamment visité les Tunnel Wars que je vous conseille très très fort de visiter si vous y allez à Jersey. Sachez en tout cas qu'à Jersey, lors de l'occupation allemande, comme c'était sur le mur de l'Atlantique, ou le front de l'Atlantique, mur de l'Atlantique, les Allemands étaient persuadés que s'il y avait débarquement, ça allait être de là. On n'est pas loin de la Normandie, etc. Ce qui fait que le taux d'occupation était de 1 Allemand pour 4 habitants de Jersey. Donc le taux d'occupation était massif. Rajoutez à ça que les quelques personnes, les quelques familles juives ou qui risquaient vraiment leur peau, s'étaient mises à l'abri au mieux. Enfin, s'étaient barrées quoi, sur le continent, en France ou en Angleterre. Que les quelques pêcheurs qui restaient sur Jersey essayaient encore de plus ou moins magouiller pour ramener un peu de bouffe. Et qu'en gros, à Jersey, à Guernesey, enfin les îles anglo-normandes, qui, je sais pas si elles étaient indépendantes à l'époque parce que ce sont aujourd'hui des paradis fiscaux. Ils sont indépendants, hein. Il y a une espèce de tutelle de l'Angleterre, mais allez voir un petit peu leur histoire, c'est très intéressant. Mais il me semble bien qu'ils sont vraiment indépendants. C'est tout petit, mais enfin, ils ont leur propre loi, leur propre monnaie, etc. Et une monnaie qui n'est pas la livre anglaise. Et si vous voulez, ils ont vraiment crevé la dalle. Mais ils ont vraiment crevé la dalle pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le temps d'occupation des Allemands. Parce que Winston Churchill, il était au courant en fait que les gens crevaient la dalle. Et il a dit « Let them starve », laissez-les crever. Parce que quand ils envoyaient des colis Croix-Rouge et compagnie, c'est les Allemands qui récupéraient ça. Ce qui faisait que les Jersiais, les habitants de Guernesey, ils crevaient la dalle. Et qu'ils en étaient réduits à essayer de, comme ils pouvaient, à bouffer avec de la farine grossière, faire de la pâte à tarte, de la garnir d'épluchures de patates ou d'épluchures de légumes pour essayer de sauver le moindre truc qu'ils puissent manger. J'ai été interrompue, je reprends. Donc, on se retrouve avec l'histoire d'habitants de Guernesey qui se connaissaient vaguement, mais sans plus que ça, qui vont, pour certains, se faire surprendre par les Allemands en dehors du couvre-feu. Donc, ils ne respectent pas le couvre-feu. Ça craint du boudin, disons-le clairement. Et
Ce qui fait que ces personnes-là décident enfin, une des jeunes femmes qui accompagne un homme, je sais plus, ils sont 2 ou 3, bref, la nana elle est un peu plus dégourdie et elle dit qu'ils font partie d'un cercle littéraire, qu'ils font une soirée en gros où ils se font un petit repas, ils lisent des bouquins et ils parlent de leur lecture. Et étrangement, pour les Allemands, en fait, ça va passer. Parce que, donc, ils étaient quand même dehors, hors couvre-feu. Ils risquaient juste de se faire fusiller. C'est quand même la guerre. Hein. Et comme ils ont balancé cette idée-là, eh bien, il faut bien la faire vivre. Ce qui fait qu'ils vont se réunir chacun les uns chez les autres, il me semble. Et vu qu'ils ont donné cette idée de cercle littéraire, ils vont réunir un petit peu les quelques livres qu'ils possèdent chacun pour les lire, et c'est comme ça qu'ils vont finir par découvrir du Virgile. Je me souviens qu'il y avait de la littérature antique, de la poésie anglaise, enfin des trucs genre c'était la tante Jeanne quoi, et c'est vraiment excellent. On a en parallèle aussi l'histoire de cette jeune femme dégourdie qui va vivre une histoire d'amour avec un de ces Allemands qui est présent sur Guernesey. Pour la grande histoire avec un grand H, je ne sais pas, pour Guernesey je ne sais pas précisément, mais sur Jersey où les Allemands ont fait construire un hôpital souterrain parce qu'ils craignaient un bombardement, il y avait des prisonniers slaves, donc plutôt de Russie, de Pologne, par là. Ce qui fait qu'il y a énormément dans les cimetières de ces personnes-là qui sont mortes parce qu'on les faisait travailler comme pas possible, et que si les Allemands récupéraient les colis de la Croix-Rouge, c'était bien pour eux et pas pour les prisonniers, et encore moins pour les quelques juifs qui étaient encore présents. Et bref, les Allemands, ils étaient quand même à la cool. Ça faisait très colonie de vacances. Je vous promets, hein, allez voir le musée des Tunnel Wars, c'est assez impressionnant. On les voit se dorer la pilule à la plage, etc. Alors que les habitants de Jersey crevaient la dalle, littéralement. Et cette jeune femme qui est un peu plus dégourdie que les autres, qui est tellement courageuse que ça en frôle voire que ça en dépasse la témérité, elle va tomber amoureuse d'un de ces Allemands-là, se rendre compte qu'ils ne sont pas tous méchants, etc. Et voir un petit peu au-delà de l'uniforme. Et une histoire d'amour dans ce contexte-là, je n'en dis pas plus. C'est un livre que je vous conseille très fortement. C'est une très belle histoire qui a été adaptée également dans un film qui est très sympa avec Michel Huismans d'ailleurs, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, mais que faites-vous? Qui est un fancast régulier pour Antonin Delohoff de Harry Potter. Mais bref, c'est un livre que je vous conseille très fort, qui va sans doute beaucoup vous émouvoir. Et allez creuser un petit peu du côté de l'histoire de Jersey et de Guernsey pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment intéressant. Je vous mettrai des liens en dessous en barre d'informations. Et celui-là, je sais à qui je vais le filer. Et je veux m'en débarrasser parce que c'est pas que je ne veux pas le relire, c'est que je suis persuadée que j'en ai une autre édition et que je vais l'offrir à une copine. C'est un cadeau d'une valeur inestimable que j'ai payé 2 €, mais je le trouve très joli. En plus, il est accordé à mon t-shirt. Nous sommes magnifiques tous les deux. Mais je vais l'offrir à une amie. Dernier livre pour le moment dont je vais me débarrasser aussi et qui va partir à cette même amie, c'est Rescapé de Fiona Kidman. On est chez Point. Donc c'est une lecture récente que j'ai beaucoup aimée. Parce qu'on est là aussi, il me semble qu'on est sur une double temporalité où on suit l'histoire de Betty qui a ses 14 ans, qui va rencontrer celui qui sera son futur mari, qui devient son protecteur, qui dans un contexte familial qui est compliqué pour Betty va lui fournir en fait de quoi
pouvoir s'instruire, ce qui fait qu'elle va apprendre à lire, à écrire, à compter, qu'elle est débrouillarde, elle est pleine de courage, etc. Et ce futur mari qui est quand même bien plus âgé, je pense qu'il y a une quinzaine d'années entre eux, quand ils vont finir par vivre ensemble, il y a quand même un véritable attachement. Et pourquoi rescapé? C'est que on est au 19e siècle, il me semble. L'essentiel des colons anglais était stationné en Australie. Enfin, stationné, ça fait très militaire. Au niveau de l'Australie, il y avait surtout, on va dire, tout le gratin aristocratique bourgeois qui avait de la thune et du pouvoir qui était positionné en opposition de pouvoir comme le gouverneur, etc. Il y avait des militaires et il y avait les convicts. Les convicts, c'était des gens qui ont été condamnés à la prison ou à la déportation. Donc ça s'appelait déportation aussi. Je crois que c'est deportation en anglais. Qui était de, par exemple, devoir aller travailler pendant 5 ans aux colonies, pendant 5 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Et ça pouvait être autant des gens qui avaient volé de quoi manger que des gens qui avaient buté quelqu'un. Donc on se retrouve avec une partie de la population qui aurait pu être en prison ou qui aurait pu être au bout d'une corde en Angleterre, qui se retrouve dans un pays étranger qui est déjà bien je mets des grosses guillemets, civilisé en Australie. Sauf qu'à côté de l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande et qu'au niveau de la Nouvelle-Zélande, il y a des zones de pêche de baleines. Donc des stations baleinières se fondent et le mari, Jackie, le mari de Betty, va devenir capitaine d'un navire et va devenir en fait le chef d'une de ces stations baleinières. J'ai pas arrêté de faire l'erreur quand j'ai parlé de ce bouquin-là. Et si vous voulez, les Maoris, ils sont pas franchement amicaux, mais les Anglais le leur rendent bien, les Anglais qui vivent en Australie. Et ça se frite beaucoup, mais bon, ça se frite à coups de canon, à coups de fusil, à coups de hache, etc. Je vous fais pas de dessin. Et à un moment, si vous voulez, en fait, les Maoris, moi, l'impression que j'en ai, c'est la manière dont c'est documenté, parce que c'est très très documenté. Fiona Kidman a reçu une bourse pour écrire ce livre-là. On sent en fait que dès que les Maoris peuvent aller faire un petit coup fourré aux Anglais parce que la saison de la baleine par exemple s'arrête, les Anglais repartent en Australie, les Maoris en gros tous les ans ils leur crament le village quoi. Les bâtiments qu'ils avaient construits pour la station baleinière, ce qui fait que chaque fois que la saison de la baleine revient, ils doivent reconstruire tout, etc. Donc c'est de bonne guerre, on va dire. Et sauf qu'à un moment, ça va un petit peu plus loin que ça. Et les Maoris vont les attaquer, mais pour de bonnes raisons, pour de très bonnes raisons. Et ils vont enlever Betty et ses 2 enfants, qui vont rester des mois Ils vont rester des mois dans les montagnes, dans un PA, qui est un village maori. Et à la différence de son mari, Betty et d'autres personnes qui ont été enlevées aussi avec elle et qui ne vont pas forcément rester au même endroit, ils ont une compréhension en fait de l'autre avec un grand A beaucoup plus proche et beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus dans l'empathie et dans l'adaptation que le côté très utilitariste qu'il y a chez Jackie. Jackie, en gros, il fréquente les Maoris, mais pas trop. Alors que Betty et d'autres personnes, dont le frère de Jackie, son mari, vont apprendre quelques mots de Maori. Ce qui fait que déjà, ils arrivent à se faire comprendre et à comprendre ce qui se dit. Ce que Jackie est pas... il n'est pas là-dedans. Et sauf que, quand monsieur récupère sa femme, la réputation, elle est envolée. Elle revient en Australie et ça n'arrête pas de parler. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle a été fidèle à son mari? Ça parle que de ça. Ça parle que de ça. C'est une superbe histoire dans le rapport de cette femme avec cet environnement qui est hostile, avec ces tribus qui sont hostiles, mais desquelles elle va se rapprocher en fait. On est sur la thématique, bon, c'est une thématique un peu ancienne, du blanc, entre guillemets, qui sent sauvage. Du blanc qui s'assimile presque en fait au sauvage qu'il côtoie. Et j'ai trouvé ça vachement bien fait. C'est des thématiques qu'on voit un petit peu un peu partout. Hein. C'était le cas des coureurs des bois français au Canada qui fréquentaient les tribus indiennes, etc. C'était le cas un petit peu partout, hein, un petit peu partout où les peuples se mélangent, qu'au bout d'un moment, il y en a qui se font plus assimiler que d'autres, etc. Et c'est une très belle lecture, j'ai été émue, franchement, mais je ne suis pas sûre que je vais le relire, non, je suis surtout sûre que je ne le relirai pas. Je vais en garder un très bon souvenir et il va partir chez une amie. Je m'arrête là pour le moment. Il y aura sans doute une partie 2, voire même une partie 3 à cette vidéo quand je vais trier l'autre partie de ma bibliothèque et celle qui est chez mes beaux-parents, où je vais essayer un petit peu de brasser un peu parce que je pense, donc là c'est pour blablater un petit peu sur la consommation de livres, c'est que moi je cours pas forcément après la nouveauté, la grande nouveauté dont on parle partout, tout ça. Ça peut m'intéresser. Parce que si par exemple Georges Martin sort la suite du Trône de Fer, je vais être une des premières à le précommander. Mais c'est sans doute le seul bouquin que je vais précommander. Parce que les autres, bah c'est pas grave, ça va attendre. Et enfin, je suis patiente, j'attends. Je suis déjà ravie de tout ce qu'il m'a apporté, Georges Martin. Mais s'il sort un autre livre dans l'univers du Trône de Fer, oui, je le précommanderai. Mais ça va pas forcément être le cas d'autres auteurs que je surkiffe et que j'idolâtre, où je vais acheter leurs livres quelques mois après, c'est pas grave. Parce que moi, disons, la durée de vie d'un livre qui vient de sortir, qui reste que 3 mois à la librairie, qui retourne à la maison d'édition, pourquoi pas. Mais j'aime tellement écumer les rayons de bouquins d'occasion ou même les bouquins qui sont sortis il n'y a pas longtemps, observer un peu tout ça, faire mon petit marché. Je suis pas à l'affût de la nouveauté, bien au contraire, et je vais peut-être essayer de m'y mettre un petit peu, mais sans grande conviction. Mais voilà. Donc je pense que la culture, elle est faite à la fois pour être stockée chez nous, peut-être pour être montrée fièrement. Oh là là, regardez, ma grande bibliothèque qui déborde. Oh là là, regardez, ma grande bibliothèque plein de beaux livres. Ou, oh là là, regardez, ma petite bibliothèque parce que je vis pas dans le grand, j'ai pas beaucoup de budget et je fréquente beaucoup les boîtes à livres, par exemple. Donc, je vais aller faire un tour en boîte à livres pour le moment 15 livres. Mais il y en a quelques-uns aussi que je vais filer à mes proches. À tout bientôt pour une suite. Et si c'est pas le cas, lisez tout plein et rêvez tout grand, comme d'habitude. Salut!